Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à une langue en particulier. Aujourd'hui ce sera l'anglais. J'ai pas mal parlé d'allemand ces derniers temps et maintenant je vais parler d'anglais parce que je sais que, alors non seulement j'ai beaucoup parlé ces dernières années de techniques d'apprentissage des langues étrangères qui marchent pour toutes les langues, mais ça fait jamais de mal de se concentrer sur une langue au microscope en particulier. Et aussi parce que je sais que l'anglais est de fait la langue internationale, la langue la plus demandée. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui sont en train de me regarder vous apprenez l'anglais. Donc, je fais aussi cette vidéo parce que ma collègue Lauriane du blog Marathon des langues ce dimanche organise une conférence en ligne. Ce sera ce dimanche 27 janvier à 20h30. Donc je vous y invite, vous y êtes conviés avec le lien en bas dans la description et vous pouvez vous inscrire et y assister, comme ça vous apprendrez plein de choses pour apprendre l'anglais. Donc je m'étais dit aussi que j'allais faire un contenu en anglais, histoire de faire d'une pierre deux coups sans mauvais jeu de mots. Alors, quelque chose qui m'a arrêté dans mes réflexions, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur une idée reçue sur l'allemand qui est que l'allemand serait une langue super difficile. Et ce que j'ai remarqué, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui partent du principe que l'anglais, ce serait la langue la plus facile au monde, la langue la plus évidente au monde. Et que, il se trouve que les Français seraient nuls en anglais. Et comment ça se fait que les Français sont nuls en anglais si c'est la langue la plus facile au monde? Enfin, est-ce que c'est pas de la mauvaise volonté quelque part? Et ce qui en résulte, c'est bien souvent un blocage vraiment psychologique, parce que pour un Français qui va avoir du mal avec l'anglais, et avec un manque de recul, avec toutes ces idées reçues à l'esprit, ce qui va se passer, c'est que notre personne, là, elle va se dire « Mais je comprends pas, j'apprends la langue que tout le monde trouve facile, je dois être nul, enfin, comment ça se fait? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un décalage ?» Alors, est-ce que l'anglais, c'est la langue de la culture populaire? Oui, c'est certain. Et parce que c'est la langue de la culture populaire, c'est associé à une idée d'immédiateté, d'intuitivité, de facilité. Mais est-ce que la langue elle-même, la langue anglaise elle-même, est facile? Je dirais que non. Il y a des éléments qui sont faciles évidemment. Par exemple, si vous prenez les terminaisons des verbes, par exemple I walk, you walk, he walks, etc. Il y a juste un S à la troisième personne du singulier et c'est tout. Franchement, c'est pas très compliqué par rapport à ce qu'on a par exemple en français. Donc il y a des éléments qui sont faciles en anglais, mais ce que c'est le cas de toute la langue, c'est très loin d'être le cas. Et c'est pour ça que ce mythe comme quoi l'anglais serait la langue la plus facile à apprendre, et de ce fait ça devrait être la langue internationale parce que c'est celle qui pose le moins de problèmes à la communauté mondiale, c'est complètement faux, c'est des conneries mais à un point inimaginable. Je vais vous donner quelques exemples qui montrent que l'anglais, preuve à l'appui, est une langue qui peut, par certains aspects, être difficile. Pas forcément plus difficile qu'une autre, mais avoir des obstacles, des pièges, des points bloquants qui sont réels et qui peuvent vraiment vous poser problème. Pour commencer, l'orthographe et la prononciation. Pourquoi les Français sont si nuls en anglais? Je dirais que on a à la fois la chance d'avoir une langue qui est très proche de la nôtre au niveau du vocabulaire, et la malchance d'avoir une langue qui est très proche de la nôtre. Et ce qui fait que, en fait, bien souvent, inconsciemment, on va vouloir lire du français là où il y a de l'anglais. Et est-ce que Clémenceau a pas dit l'anglais ce n'est jamais que du français mal prononcé? Bon, évidemment, c'est une déclaration qui est quand même un peu exagérée, mais il y a quand même de ça. Et c'est ça qui fait que nous, les Français, on croit lire une sorte de français, mais parfois ça se prononce totalement différemment. Et en plus, l'orthographe ne donne aucune indication réelle sur la prononciation d'un mot. Par exemple, si je vous dis que le mot que nous on lira colonel et que les mots qu'on lira carnel, en fait ça se prononce colonel. Les deux mots s'écrivent de manière très différente et se prononcent de la même manière. Et en plus ça ne se prononce pas du tout colonel ou quelque chose comme ça, c'est bien colonel. Ou même des mots, c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, que le mot hour pour dire une heure et le mot hour pour dire notre, ça s'écrit de manière différente, mais ça se prononce de la même manière. Donc, dans certains dialectes, il peut y avoir des légères différences de prononciation, je suis d'accord, mais ça montre bien que l'orthographe nous renseigne parfois très mal. Et parfois, quand on entend un mot, on ne sait pas comment l'écrire. Quand on lit un mot, on ne sait pas comment il se prononce. Et en plus de ça, la prononciation est loin d'être facile. Il y a plus de sons en anglais qu'en français. Encore une fois, ça dépend des dialectes. Je vais pas... des dialectes et des standards, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails assommants, mais il y a plus de sons en anglais qu'en français, et donc des sons qui n'existent pas en français. Et donc ces sons, il faut les apprendre, et si on ne sait pas les prononcer correctement,
on peut avoir des difficultés. Et selon les standards et selon les linguistes, il y aurait entre 14 et 17, enfin à peu près une quinzaine de sons anglais qui n'existent pas dans la langue française. Donc pour des Français, pour des francophones de manière générale, ils peuvent poser problème, comme les deux déclinaisons du TH, th et the, comme le h, le h aspiré, le r, le r anglais, et pas mal de voyelles. Et en plus, parmi ces voyelles, il y a des voyelles qui vont être courtes et des voyelles qui vont être longues, alors que le français ne fait pas du tout la différence entre les voyelles courtes et longues. Il peut y avoir par exemple ce qu'on appelle les diphtongues, ce sont des sortes de doubles voyelles ou des voyelles deux en un, comme dans time, et même des triphtongues, où il y a carrément trois voyelles collées les unes avec les autres. Et même l'accent tonique, le fameux accent tonique, qui fait qu'une syllabe va être accentuée. Et en plus, en anglais, il y a une très forte influence de l'accent tonique sur la prononciation des syllabes. Parce qu'une syllabe, selon qu'elle soit accentuée ou non, peut être prononcée de manière assez différente. Et les syllabes non accentuées sont un peu avalées. Et ça fait que c'est très difficile pour nous autres francophones de comprendre ça et d'arriver à bien le faire. Et en plus, non seulement l'accent tonique est très difficile à prédire, c'est-à-dire vous voyez un mot, vous n'avez aucune garantie de comment ça se prononce, alors qu'il y a des langues comme le finnois où l'accent tombe toujours sur la première syllabe. Il y a d'autres langues, par exemple en italien, il y a des accents parfois qui montrent la place de l'accent tonique, mais en anglais, il n'y a pas ça. Et en plus, ça peut même changer le sens du mot. Par exemple, je vais relever an increase, qui veut dire une augmentation, donc qui est un nom. Et to increase, qui veut dire augmenter quelque chose, et qui est un verbe. Et en fait, les deux mots s'écrivent de la même façon, mais en fonction de la place de l'accent tonique, pour le nom sur la première syllabe, et sur le verbe sur la deuxième syllabe, c'est pas le même sens. Il y a un nom et un verbe. Alors, du coup, ça fait que pour un francophone, l'orthographe, la prononciation de l'anglais, c'est un casse-tête. C'est une réelle difficulté. Il ne faut pas penser que l'anglais est une langue de base facile à prononcer, parce que je trouve que, par exemple, par rapport à l'allemand, dont on parlait il n'y a pas longtemps, l'anglais, objectivement, est plus difficile pour un francophone à prononcer. Et surtout que nous, en plus, on a la tentation de lire du français, comme colonel, et vu qu'on a envie de lire du français, on se plante parce qu'on lit des choses qui sont totalement différentes, parce qu'on se fait avoir, on se fait abuser comme ça par l'orthographe de l'anglais. Et en plus, on passera sur les faux amis, parce que vu que le français et l'anglais sont proches, ça fait plein de faux amis qui peuvent vraiment poser problème. Ensuite, après l'orthographe, la prononciation, la grammaire. On dit toujours que la grammaire anglaise, c'est hyper simple. C'est vraiment des Legos, on assemble et basta. Franchement, non, parce que autant, par exemple, les terminaisons, comme j'ai dit un peu avant, sont faciles. Les temps, globalement, intellectuellement, ça ne demande pas une réflexion extraordinaire, mais vu que les temps de la conjugaison en anglais opèrent sur des modes totalement différents de ceux en français, on peut faire beaucoup de fautes. Par exemple, en français, la manière dont on va choisir les temps, c'est plutôt en se repérant de manière absolue dans le présent ou le passé ou le futur. Alors qu'en anglais, c'est plutôt quelque chose de relatif. Par exemple, si une action est toujours en cours ou si elle est considérée comme terminée par rapport au moment de l'élocution, c'est plutôt sur ce genre d'aspect en fait. Ce qui fait que c'est pas difficile en soi, mais si on pense en termes de français, on a tout faux sur les temps en anglais. En plus, il y a les verbes irréguliers, il faut les apprendre. Et surtout pas par cœur sur des listes s'il vous plaît, sinon vous n'allez pas y arriver. Mais ça rajoute encore une couche d'irrégularité qui est pas simple. Ou même des choses qui sont carrément bizarres, par exemple ce qu'on appelle le do supports en anglais, c'est-à-dire le do utilisé comme une... je ne retrouve pas le mot. C'est-à-dire au lieu que ce soit le verbe, c'est utilisé comme un coordinateur. Bon, j'arrive pas à retrouver le mot, vous me le mettrez dans les commentaires, c'est quelque chose de très simple. Et par exemple, si je dis I eat, je mange, ce sera pas I eat not, ce sera I don't eat. Ou si c'est une phrase interrogative, c'est pas I eat, quelque chose comme ça, c'est bien do I eat, ou même don't I eat. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très propre à l'anglais. Il y a des choses un peu pareilles, je trouve, dans les langues scandinaves, mais c'est quelque chose qui... ça fait partie des bizarreries propres à l'anglais, et ce n'est pas facile quand on n'est pas habitué à ça. Aussi, le vocabulaire, parce que, bon, vu qu'il est très proche souvent du français, il peut être transparent, sauf les faux amis, mais pas toujours. Parce que, par exemple, une des grosses difficultés de l'anglais, c'est les phrasal verbs, c'est-à-dire ces verbes avec des particules, qui souvent peuvent être transparents. Par exemple, to get up, c'est quand même facile à comprendre. Mais si je vous dis, par exemple, des choses comme to look after, qui veut dire s'occuper de, soigner,
ou par exemple to come around, qui veut dire changer d'avis, se raviser ou même reprendre ses esprits. Et un que j'aime bien pour la route, c'est to do someone in, qui veut dire soit tuer, soit blesser quelqu'un. Alors que to do in, on peut pas le deviner comme ça. Alors, je voudrais pas vous donner en conclusion l'impression que l'anglais c'est une langue super difficile. Je voudrais pas vous dire en fait l'anglais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, surtout pas. Mais en fait, je voudrais le faire tomber de son piédestal sur lequel on l'a mis. Et ce n'est pas parce que c'est une langue considérée comme universelle, ce qui n'est pas, parce qu'une langue universelle c'est une langue qui a vraiment par essence quelque chose qui peut se retrouver dans toutes les autres langues. Alors que par exemple pour un chinois, l'anglais c'est une langue très éloignée. Enfin, pour pour un arabe, enfin quelqu'un d'un pays arabe et qui a l'arabe comme langue maternelle, c'est aussi une langue qui est très éloignée. Et de base, l'anglais n'a pas vocation en soi, par essence, à être universel. Et on pense trop souvent, parce qu'on est dans un bain linguistique, parce qu'on a des pubs en anglais, on regarde des films en VO, des séries en VO, on écoute des chansons en anglais, quand des gens veulent créer des sociétés, des startups, ils mettent toujours un nom en anglais, on est tellement imprégné de l'anglais qu'on part du principe que c'est la langue par défaut, alors que pas du tout. C'est une langue qui n'est pas plus dure qu'une autre, mais qui a ses difficultés réelles, par exemple sur la grammaire et surtout, à mon sens, sur la prononciation. Et c'est pour ça qu'il faut l'apprendre de manière rigoureuse. Et si jamais vous avez l'impression de stagner en anglais, que c'est difficile pour vous, il ne faut pas vous dire je comprends pas, comment ça se fait, c'est une langue qui est si facile, je suis nul en langue, surtout pas. Si vous n'avez pas une tare ou quoi que ce soit, c'est que vous êtes juste en train de buter sur des difficultés qui sont réelles et qui doivent être surmontées par l'apprentissage tout simplement. Donc voilà, n'ayez jamais honte si vous butez sur le vocabulaire, la prononciation, la grammaire anglaise, parce que ce sont des points qui peuvent réellement poser problème. Ne pas arriver à apprendre correctement l'anglais, ça ne veut pas dire être nul en langue, ou en anglais principalement. Aussi, je vous invite, quand on parle des Français nuls en langue, à faire preuve de réflexion, parce que oui, il y a des aspects sociologiques qui font que les Français sont pas très bons en anglais. Et par exemple, quand on dit « Ouais, c'est trop bien, les Néerlandais, ils sont super forts en anglais », ok, super, mais si vous regardez le néerlandais, c'est une des langues qui ressemble le plus à l'anglais, donc c'est super facile dans ces conditions. C'est comme si la langue de base internationale c'était l'italien, les Français seraient super forts en italien parce que c'est très proche. Voilà. Donc encore une fois, faire attention à tout ça parce qu'on voit beaucoup de choses, hein, des tops, des machins sur les langues, beaucoup d'articles pour faire du clic qui ne vont pas très en profondeur. Et l'anglais n'est pas du tout une langue facile de base qui s'apprendrait comme ça en claquant des doigts. Ça demande du temps, du travail, comme l'allemand, le russe, le chinois, etc. Il y a des côtés simples, il y a des côtés difficiles, point final. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quelle est votre plus grosse difficulté avec l'anglais. Et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez directement mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi laisser un j'aime, partager cette vidéo avec quelqu'un qui a du mal à apprendre l'anglais et qui se décourage, comme ça ça va remotiver vos amis qui se sentent nuls en langue à tort. Et pour finir, vous pouvez encore vous inscrire à la conférence de Lauriane du Marathon des Langues. Vous avez le lien dans la description. C'est ce dimanche 27 janvier à 20h30 et j'espère pour vous qu'il restera de la place parce que c'est limité pour des raisons techniques. Voilà. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur l'anglais, une autre langue. Voilà. À très bientôt. Salut.